Donc voilà, Florian, il n'y a pas de lien d'intérêt. Mon compte Twitter pour ceux qui veulent gonfler mes stats. Et on a aussi un site internet pour ceux que ça intéresse. Alors voilà, le titre. Donc Covid-19 et après, comment l'épidémie nous aide à penser la recherche. Alors je vais l'évacuer d'emblée avec une citation. Ma crainte, c'est que le monde d'après ressemble au monde d'avant, mais en pire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un petit peu le monde d'avant. Et on va passer un peu de temps là-dessus. Je vais essayer de prendre un peu la suite de ce que disait Hervé. Hervé vous parlait du manifeste pour la science reproductible. Et le voilà, en une figure. Ce qu'il dit, ce manifeste, il vous représente là en bleu, donc celle-là on va aller un peu lentement pour la regarder, les autres on ira beaucoup plus vite. Il vous présente en bleu le raisonnement classique hypothético-déductif, où vous commencez par générer vos hypothèses, les spécifier, designer votre étude, conduire l'étude et collecter les données, analyser les données et tester les hypothèses, interpréter les résultats et publier vos résultats pour que les suivants en fait, puissent construire sur ce que vous avez fait et dit et générer leurs propres hypothèses et on repart pour un tour. Donc voilà ce raisonnement hypothético-déductif et à chaque moment, il peut y avoir des problèmes qui sont notés en rouge. Donc cette présentation, c'est une présentation souvent avec plein d'autres exemples. Simplement là, l'épidémie m'a permis d'avoir de nouveaux très bons exemples dont certains vous ont été évoqués par Hervé, donc j'irai plus vite dessus. On y va. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une maladie infectieuse émergente? En fait, c'est la résultante de trois choses principales. Un agent étiologique, du coup là c'est le virus, un environnement favorable. Vous aurez compris, il y a moins d'accidents de trottinette l'hiver que l'été, et plus d'infections l'hiver que l'été, et un autre susceptible. Ok, donc ça c'est le principe, c'est ce qui nous amène à faire des modélisations, etc. Voilà le principe pour une thérapeutique émergente. C'est pratiquement pareil, sauf que là, vous avez un médicament, un environnement favorable, un niveau de preuve, et les petites flèches là qui vous disent en fait que tout est en interaction les uns avec les autres. Effectivement, quand l'environnement favorable, de temps en temps, le niveau diminue. C'est ce qu'on observe par exemple avec les anticancéreux et des AMM à titre compassionnel. On dit que c'est des maladies graves, etc. Et dans ce cas-là, on peut baisser le niveau de preuve pour utiliser le médicament chez les patients. On l'a vu récemment avec la eskétamine dans la psychiatrie où on s'est dit c'est une maladie grave, dépression résistante, on peut baisser le niveau de preuve. Et forcément, on le voit avec le SARS-CoV-2. Donc ce que je vais vous dire, c'est que finalement, rien n'est bien nouveau. Et c'est un peu notre rôle de méta-rechercheur, c'est-à-dire de s'asseoir un peu à côté, de regarder comment les choses se passent, pour s'en rendre compte que malgré tout, rien ne change. L'environnement favorable, je vous en parle très vite, donc parce que Hervé vous l'a présenté, c'est ce contexte un petit peu populiste autour du médicament qu'on a, aussi bien en Amérique qu'en France, et finalement un niveau de preuve qu'on peut considérer comme vraiment, vraiment dégradé, puisque l'autorisation a été donnée pour l'hydroxychloroquine sur la base de cette étude, une étude sur si peu de patients qu'on peut faire qu'on fait pas d'habitude, c'est-à-dire se passer des statistiques et simplement regarder les données. Pourtant, on devrait faire ça toujours d'habitude. Vous voyez ici le groupe hydroxychloroquine avec tous les patients finalement qui sont, on va dire, malades, et ici le groupe contrôle, donc du coup pas hydroxychloroquine. Bien sûr, sont pas randomisés. Bien sûr, quand on les suit à 6 jours, qui était d'ailleurs pas forcément le critère de jugement prévu dans l'étude, on observe ça, c'est-à-dire un certain nombre de gens qui vont mieux, d'autres qui vont pas mieux, d'autres qui sont morts, 3 en réanimation, un malade, et un qui finalement a quitté l'étude. Voilà ce qu'on voit. La première question, c'est dans quel groupe vous préférez être, et la première question finalement, c'est la question du critère. La question du critère de jugement, est-ce qu'on se satisfait d'un critère intermédiaire, simplement la négativation de la PCR, ou d'un critère plus clinique qui est beaucoup plus parfois pertinent pour les cliniciens. Bref, dans quel groupe préférez-vous être? Je vous laisse deviner. Seulement, voilà l'analyse qui en a été faite. L'analyse, c'est 70%, 12,5%. Des résultats si impressionnants qu'il était non éthique, après la publication, de ne pas les communiquer. Voilà, par contre, ce qui devient quand on fait une analyse en ITT, et ben on considère que ceux-là sont des échecs, hein, a fortiori. 54%, 12,5%, c'est toujours très positif. Mais ce n'est pas de l'ITT avec du biais maximum, parce que le professeur Raoult partage ces données, et vous pouvez regarder ce tableau de données. Donc, vous avez ici les 16 premiers qui correspondent au groupe contrôle, les suivants qui correspondent au groupe hydroxychloroquine,
Vous avez les résultats à J6. Et ce que vous voyez, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de données manquantes, principalement dans le groupe contrôle, très peu dans le groupe hydroxychloroquine, et qu'elles sont imputées avec du LOCF. Donc, du coup, la veille, ils étaient quasiment tous positifs dans ce groupe-là, ils sont restés positifs. Celui-là, il était négatif, il est resté négatif. Et donc, s'il vous fait du biais maximum, avec toutes les instituts que l'on a et qu'on peut représenter sur la figure comme ça ressemble plutôt à ça, il n'y a plus rien. Bref, il y avait vraiment l'ombre d'un signal, en tout cas dans cette étude, ou alors peut-être le signal de lancer un bel essai pour répondre à la question de savoir si l'hydroxychloroquine pouvait avoir un intérêt. Alors voilà, la méthode moi que j'ai utilisée, je vais très vite parce que j'ai beaucoup de diapos, mais en même temps j'ai pas grand chose à dire sur chacune. J'ai pris en fait les sites qui font de l'évidence-based médecine et qui font en gros de la méta-analyse vivante. Alors là c'est formidable parce que du coup tout le monde s'y met, tout le monde met un max de moyens, donc on fait de la méta-analyse en temps réel. Là vous l'avez sur John Hopkins, là vous avez sur le site Méta-Évidence en France à Lyon, là vous l'avez sur le site de la Sorbonne et tous ses collaborateurs de la Cochrane un peu partout dans le monde. Là vous avez sur le site Covid Évidence, celui-là où je suis un peu plus affilié. Là, vous en avez un autre sur la plateforme Love. Là, vous en avez un autre sur Covid-19 Trial Tracker. Là, vous avez un premier article qui a été publié dans Wellcome Open Research. Là, un autre dans le Journal of Clinical et Epidemiology, qui sont tous des articles en fait qui vous parlent d'évidence-based médecine, d'agenda de la recherche, de recherches qui sont lancées. Donc, vous avez déjà en fait une bonne dizaine d'initiatives, alors que pour l'instant, vous allez voir, on n'a qu'une étude qui compte. Et 10 initiatives magnifiques pour en faire le résumé. Bref, j'ai essayé de vous résumer toutes ces initiatives et de vous donner, en fait, à chaque fois, de vous illustrer les petits points de ce manifeste pour la science reproductible qui peuvent poser problème. Alors, vous voyez, en fait, là, si on prend cet article, hein, je prends principalement, principalement cet article comme exemple, mais parfois je change un peu de référence, donc vous verrez que les chiffres ne sont pas exactement les mêmes parce qu'ils n'ont pas forcément les mêmes critères d'inclusion des études, mais la tendance dont je vais vous parler est toujours la même. Quand on prend cet article, on voit que depuis le début de l'épidémie, ça fait à peu près 100 jours, on a déclenché 728 études qu'on peut inclure dans une revue de la littérature des essais cliniques en cours. Alors, mince, je pars en arrière. Quelles sont ces études et sur quoi elles portent? Donc ça, c'est intéressant. Là, vous voyez, par exemple, ici, pour les études randomisées, les types d'interventions étudiées. Et donc, vous voyez, vous avez 134 études qui portent déjà sur les médicaments antiviraux. Vous avez 64 études dans cette synthèse de la littérature qui portent sur les médicaments anti-malaria, donc chloroquine, hydroxychloroquine. Quand on transmet ça en nombre de patients, ça veut dire qu'on anticipe en fait d'abord encore plus dans les anti-malaria, mais 24 765 patients. Dans d'autres sources, notamment Covid, c'est encore beaucoup plus du coup de patients qui sont prévus. Dans les antiviraux, beaucoup. Donc on a on a des efforts concentrés sur les antiviraux, anti-malaria, et tout un tas d'autres agents, finalement, d'autres traitements. Et finalement, quand vous regardez de près, si vous avez le temps, sinon je vais vous le dire, vous n'avez en fait aucune vraiment étude randomisée qui porte sur les mesures non médicamenteuses. Les mesures comme par exemple ouvrir les écoles, fermer les écoles, ouvrir les universités, fermer les universités, et les mesures de distanciation, de lockdown, celles qui peuvent parfois nous poser des questions en termes de balance entre les bénéfices et les risques qu'il pourrait y avoir. Quand on regarde sur quoi portent ces études, ce qu'on voit, c'est que principalement vous avez des études sur le traitement de la maladie et peu d'études en fait sur la prévention. Et quand c'est des études de prévention, je vous rassure, c'est des études avec des traitements médicamenteux. Donc en gros, c'est vous prenez des soignants, vous leur donnez de l'hydroxychloroquine et vous regardez ce qui se passe. Et vous avez très peu d'études sur le post-traitement, sur ce que deviennent certains qui vont développer par exemple des complications, etc., qui vont avoir du mal à récupérer. Cela, on étudie pour l'instant très peu, ce qui finalement est assez logique parce qu'on veut un traitement rapide, mais ce qui pourrait être intéressant en termes de recrutement pour la suite, vous allez voir pourquoi. Les études, donc beaucoup d'études principalement randomisées dans cette initiative, ils ont aussi trouvé pas mal d'études non randomisées, notamment des études interventionnelles, bon. Mais il y a quand même des études randomisées qui sont lancées. Alors maintenant, vous avez fait votre étude, il va falloir la conduire, il va falloir collecter les données. Collecter les données, ça veut dire avoir des contrôles qualité, et ça veut dire forcément les collecter. On va voir ça. Contrôle qualité,
Hervé vous en a parlé, avec cette société Surgisphere, qui a produit des bases de données douteuses, probablement inventées. D'ailleurs, quand vous regardez l'investigation du Guardian, vous dites que cette société qui possède, heureusement, dans la société simplement, qui est domicilié chez finalement le membre là qui était auteur du papier, qui avait pour directrice des directeur scientifique, un auteur de science-fiction et comment dire pour directrice marketing, une actrice pour film adulte. Du coup, bon, est un peu louche. Bref, des données, il faut des données de qualité. Où elles sont collectées ces données? Vous voyez, elles sont principalement collectées en Chine, en Europe et en Amérique du Nord. Et cette figure, elle n'est pas finalement si informative parce que vous voyez, là, c'est juste supérieur à 10, donc on a l'impression que Europe, Chine et Amérique du Nord sont à égalité, alors qu'en fait, quand on regarde, les Chinois, du coup, ont généré un grand nombre d'études enregistrées. Quand je parle des études, là, elles sont bien sûr enregistrées, elles ne sont pas terminées, pas finies. C'est-à-dire qu'il y a énormément de redondance. Donc beaucoup en Chine. Nous, en France, on est si mal placé par rapport à l'Europe en termes de volume d'études engagées. Et je vous le mets dans le mille, finalement, vous avez ici en bleu le nombre d'études petit à petit qui s'enregistrent, et puis en orange, le nombre de cas de malades en fait, qui sont recensés à travers le monde. Donc vous voyez une progression à peu près pareille, etc. Cette figure, je ne sais pas comment elle a été faite, mais moi je la trouve pas terrible, puisqu'en fait elle présente le nombre de cas confirmés, voilà, mais elle présente le caractère comment dire, en courbe de l'épidémie. Donc on va revoir ça tranquillement. C'est une figure que j'ai fait à main levée, alors elle n'est pas très très belle, en prenant les données de Covid évidence, et j'ai pris les études faites en Chine entre le 4 janvier et le 15 avril, c'est-à-dire les 100 premiers jours de la pandémie. Et donc là, je vous ai mis la courbe qui correspond au nombre croissant d'études enregistrées au fur et à mesure du temps durant ces premiers jours. Voilà. J'ai récupéré ensuite les données du monde et je vous ai mis ici la courbe d'épidémie avec les patients qui arrivent et le nombre de nouveaux patients qui descend, qui descend, qui descend, qui descend. Donc autant vous dire qu'on a débuté des tonnes d'études qui vont avoir du mal à recruter, sauf si deuxième vague. Mais comme je suis assez pessimiste, j'ai peur que ces études ferment entre la première et la deuxième vague, ce qui est d'ailleurs le cas déjà pour certaines études. Et donc voilà ce à quoi finalement maintenant on peut s'attendre. On peut s'attendre à une épidémie d'études non finies. Et donc là, par exemple, je vous en ai mis une, étude randomisée, donc c'est quand même ce qu'il fallait faire, plasma convalescent pour le Covid-19. Et donc vous voyez en fait que l'étude devait envisager 200 patients et qu'elle n'a finalement pu en inclure que 103 parce qu'il n'y avait plus assez de patients pour recruter. Et bien sûr, finalement, vous avez une étude qui ne permet pas de conclure, même si elle incite à penser qu'il y a une tendance, mais rien de plus. Alors un autre exemple, en France, c'est notre appel d'offres du coup, nous, du Grand Ouest, parce qu'effectivement, il a fallu lancer des appels d'offres, il a fallu mobiliser scientifiques pour vite répondre à la question. Donc lancement de l'appel d'offres le 20 mars. Dossier attendu pour finalement mai, les lettres d'intention, un petit peu plus tard attendu le projet complet. Donc je vais superposer la courbe de l'épidémie. Alors bien sûr, ils ont, comment dire, il ne faut pas caricaturer, ils ne font pas non plus les choses que mal, et d'ailleurs ils ne font pas mal du tout court, ils font juste ce qu'ils peuvent, et donc ils ont essayé d'accélérer un peu les choses, ils ont essayé d'évaluer des projets qui seraient faisables, mais voilà, vous voyez le challenge en fait de monter des trucs sur une courbe comme ça. On est là, donc les données, il faut réussir à les collecter, et ça c'est pas nouveau. Dans nos essais, il faut le dire, et notamment dans nos essais académiques, on a beaucoup de mal à recruter. Alors d'habitude, on a du mal parce que ça prend trop longtemps, et là, on a du mal parce que ça va vite. Alors ensuite, il y a la question de la puissance. Parce qu'effectivement, quand on fait des études qui manquent de puissance, on a du mal à conclure. Et quand on a du mal à conclure, on a tendance à essayer de trouver un résultat sur un sous-groupe, etc. Et donc, du coup, à faire de la science pas forcément reproductible. Voilà un peu les tailles des études. Donc là, vous avez le nombre d'études. Donc par exemple, vous avez 90 études qui ont une taille qui doit être à peu près de 100. Donc vous voyez qu'en fait, les études, elles sont plutôt là. Vous voyez encore mieux sur cette, sur cette figure-là, avec une médiane qui est un tout petit peu au-dessus de 100. Donc on a des études généralement de petite taille dans ces essais, et quelques études qui sont quand même des études qu'il faut noter, des méga-études qui sont de grande taille et finalement
qui vont peut-être, d'ailleurs sur des critères qui sont parfois durs à mettre en évidence, réussir à amener des résultats intéressants. Il faudra qu'on s'y attarde un petit peu. Et notamment avec Covid Évidence, on en retrouve 11, donc il y a plus de 5000 patients, dont une sur les masques, une sur des messages, mais celle-ci n'est pas randomisée, et puis 9 études, des méga-études sur les médicaments. Par contre, là, vous le voyez, sur les 9 études, méga-études, donc il y a plus de 5000 patients, vous en avez quand même 3 qui vont avoir des bras chloroquine et 4 des bras hydroxychloroquine. Nous, quand on a fait Covid Évidence, on trouve 77 000 patients prévus dans ces études hydroxychloroquine, et il y a notamment des grosses études de prévention dans les hôpitaux, etc. Et quand on fait la somme des petites études, on a aussi 77 000 patients prévus en hydroxychloroquine. Et puis, il y en a une là certainement qui va plaire à André, puisqu'on en a une prévue sur l'Artemisia. Je vous en parlerai peut-être tout à l'heure très rapidement. Vous avez une très belle méga-étude, celle-là qui finalement nous donne des réponses, les réponses qu'on attend, aussi bien sur l'hydroxychloroquine la semaine dernière, et cette semaine sur la dexaméthasone, c'est l'étude Recovery, où là les Anglais ont réussi leur challenge d'inclure plus de 10 000 patients en un temps record et d'amener des réponses qui sont importantes. Alors bien sûr maintenant vous avez comme toujours les gens qui vont venir à la télé et qui vont dire nous la dexaméthasone, on l'a donnée depuis longtemps, etc. Sauf que là je vous rappelle en fait des recommandations dans le JAMA qui étaient de ne pas utiliser les corticostéroïdes, et maintenant on peut penser qu'il va falloir les utiliser. Avec la petite, le petit tacle quand même, c'est que pour l'instant, ils ont communiqué que sous communiqué de presse. N'empêche que le leur, il est pas si mal par rapport à d'autres. Bon. Bien sûr, vous avez la même chose en France, la grosse méga-étude qui normalement devait être coordonnée avec l'Europe. 750 à peu près patients en France, un dans le reste de l'Europe. Ça, c'était des données il y a quelques temps, mais j'ai fait un petit sondage la semaine dernière. Pas beaucoup de changements. Fiasco over. Et puis, gardez bien ça dans votre tête, c'est que les choses vont très vite. Là, vous avez la dexaméthasone. Bientôt, vous allez avoir, il n'y a pas longtemps, eu le remdesivir, pour lequel les données sont quand même un peu plus, probablement moins convaincantes, mais malgré tout. C'est-à-dire qu'en fait, très très rapidement, toutes ces études dont je vais vous parler, c'est-à-dire ces 700 études, vont devenir obsolètes parce que les choses vont vite et leur bras, en fait, contrôle, a pu être éthique très rapidement. Et je peux vous dire que la plupart sont essais adaptatifs bien pensés. Donc ces études vont devenir obsolètes. Alors p-hacking, voilà, bon bah ça vous connaissez tous, hein, plus on pêche, plus on trouve. Donc là je vous ai donné une étude chinoise, hydroxychloroquine, finalement qui conclut sur un critère du jugement qui n'est pas du tout celui qui était prévu au protocole, avec des déviations majeures, etc. On ne va pas passer plus longtemps que là-dessus, c'est classique. Et ensuite, il va falloir publier, et ça c'est peut-être une des spécificités de cette épidémie, c'est qu'on publie beaucoup par communiqué de presse. Donc je vous ai parlé de celui de Recovery, je vous parle de mon préféré, celui de tocilizumab. Communiqué de presse de l'APHP, ils nous avaient déjà fait le coup avec le baclofen, ce sont des abonnés au communiqué de presse sur les médicaments foireux, d'ailleurs, mais celui-là ne donne aucun indice de la taille de l'effet, aucun indice, communiqué de presse la semaine d'après, nomination d'un nouveau DSMB puisque démission du précédent. Quelque chose de très nouveau, et vous l'avez vu à travers toutes les présentations aujourd'hui, c'est que les gens comptent beaucoup sur medRxiv. Pendant très longtemps, on n'a pas fait de communication à l'aide de tout ça, et là, c'est en train d'arriver. Donc, nous, on est en train d'essayer de vouloir étudier ça. Beaucoup de gens ont peur, on dit, voilà, sur medRxiv, on publie de la science, mais sans filtre, de la science de mauvaise qualité, et c'est possible qu'il y ait pas mal de sciences de mauvaise qualité qui s'y glissent. Mais il ne faut pas oublier que sur medRxiv, il y a des préprints qui ont été complètement virés. Du coup, là, on demande des auteurs. Donc, vous avez quand même un préprint d'une équipe parisienne connue avec Christian Perron, que vous voyez dans tous les médias, Gilles Janan, qui est un doyen de Paris, qui était peut-être la pire étude, encore pire que celle de Raoult sur l'hydroxychloroquine. Celle-ci a été retirée à la demande des auteurs. Ça a pu être notamment grâce à la dynamisme du peer review ouvert. Donc, si vous voulez, sur ces préprints, on a besoin d'étudier et de voir à quel point ils sont bien utilisés, mal utilisés, à quel point ils servent la science ou pas. N'empêche que, il vous l'a dit aussi Hervé, il y a des gens qui publient ailleurs que dans les préprints et qui vont encore plus vite que dans les préprints, notamment cette méta-analyse de Raoult, qui vaut le coup qu'on s'y attarde, hein, puisque vous voyez que là, il nous dit que l'hydroxychloroquine, ça marche impeccable,
que ça marche pas dans les études Big Data, et notamment il y a la fameuse étude de Surgisphère. Mais là-dedans, il vous dit pas qu'il y a le préprint de Perron qui a été retiré, et il vous dit pas, en fait, mais ça se voit, ils ont poolé ensemble les mêmes études, du coup, avec des critères de jugement différents dans les mêmes études qui ont été poolées ensemble. Bref, ils n'ont rien compris à la méta-analyse, ils ont réussi à publier ça forcément dans MI, New Microbe and New Infections, avec un éditeur en chef qui est le même que le collègue de Didier Raoult. Et quand vous voyez ça, du coup, ce que vous disait Hervé, 718 résultats pour la revue, 234 pour Raoult dans la revue, un pourcentage important qui est rarement vu ailleurs. Bref, des choses positives quand même dans cette épidémie, c'est qu'on a montré qu'on était capable de faire de la science rapide et de la bonne science avec les registered reports. Malgré tout, ça reste seulement une anecdote pour l'instant, puisqu'il n'y en a pas beaucoup. Un registered report, qu'est-ce que c'est? C'est un article que vous soumettez avant d'avoir conduit votre expérience, et vous collectez vos données, vous écrivez votre article, et acceptez définitivement. Il était accepté là déjà sur principe, et là définitivement, mais à condition que ici, vous ayez fait bien ce que vous aviez prévu. L'idée, c'est un peu de restaurer le cycle que je vous ai présenté. Voilà, qu'est-ce qu'il faut retenir? Alors, pour après, du coup, il faut de la transparence, enregistrement a priori, qualité des données, data sharing, open peer review, Hervé vous en a parlé. Il faut de l'éthique et de la communication. Je pense qu'il faut une charte de communication des scientifiques, augmenter la littératie des gens en santé. Forcément, il va falloir coordonner mieux les choses, parce que vous avez vu que là, on est parti sur un nombre impressionnant d'études, qu'on a gâché énormément d'efforts de cette histoire d'hydroxychloroquine, et qu'il va falloir qu'on développe des incitatifs qui valorisent l'intégrité plutôt que de valoriser la productivité, parce que là, on a sélectionné des monstres, et les monstres, vous les voyez pendant l'épidémie. Bref, pas de message différent d'avant. On a besoin de moins de recherche, de meilleures recherches, et de la recherche faite pour les bonnes raisons. Merci beaucoup. C'était prodigieux. En plus, tu as réussi à faire ça dans le temps et même à nous faire gagner du temps. Non, c'était prodigieux. C'est confirmé. Alors, comme moi, je propose quand même de prendre quelques questions, parce que même si on est en retard, ça mérite. Moi, je trouve que la piste que tu donnes à la fin, là, que je ne connaissais pas, de soumettre le protocole à la revue, et il y a une préacceptation de l'article, et en fait, l'article est définitivement accepté une fois qu'il y a les résultats et qu'ils sont conformes à ce qu'on avait dit dans le plan d'analyse. Je trouve ça assez remarquable comme positionnement. Mais alors, est-ce qu'en épidémiologie, on pourrait faire la même chose? Oui, bien sûr. Parce qu'en plus, comment dire, s'il y a des déviations à ce qu'on a prévu, les gens sont pas rigides, en fait, on les note. C'est-à-dire qu'en gros, on dit, voilà, on avait prévu de faire ça. Il s'est trouvé qu'on était complètement coincé parce qu'on n'a pas pu le faire. Donc, on a fait ce changement. Mais par contre, on est obligé de le tracer. Et ça, d'habitude, on ne le trace pas. C'est-à-dire, et en le traçant, on augmente la productivité de ce qu'on fait, on augmente la capacité des autres à juger si ce qu'on a fait, c'est douteux ou pas. Donc oui, c'est possible, hein, complètement. T'as raison. T'as raison. En fait, là, c'est un modèle qui existe depuis quelques temps. Hein. C'est pas venu du coronavirus. Après, ce qui se passe, c'est que pendant le coronavirus, tout le monde tire la couverture vers soi. Donc là, ils ont fait ça pour eux, les registered reports. Ils ont surtout démontré qu'ils étaient capables de le faire vite. C'est-à-dire d'accélérer le peer review et de faire ça dans un temps record. Alors, je crois qu'Emmanuel Hirsch demande la parole. Emmanuel, tu peux la prendre. Voilà, je voulais d'abord remercier pour ces brillantes interventions, celle-là en particulier. La question que je me pose, c'est en situation d'urgence, sachant qu'il y a un temps de la recherche, un temps avec une anticipation, un temps des hypothèses. Est-ce qu'on doit s'abstraire de l'urgence de la recherche en se disant on va se prendre le temps, ou est-ce qu'on doit avoir deux types de recherches, des recherches dont on sait que les résultats sont précaires, transitoires, et sachant que la recherche sera aboutie sur un temps plus long. Bref, ce qui a été quand même important, c'est que l'opinion publique n'étant pas informée sur ce qu'est une recherche, le temps de la recherche, la méthodologie de la recherche, il y a eu un hiatus qui va être, me semble-t-il, assez péjoratif, dans l'image déjà assez incertaine
que certains se font des chercheurs. Voilà donc une question. Est-ce qu'on ne doit pas réfléchir? Moi, j'avais fait un article sur ce sujet dans une conversation sur l'éthique de la recherche dans le contexte d'une pandémie. Alors voilà, c'est une première question. Et puis la deuxième question, de la même manière qu'on parle d'anticipation dans le retour d'expérience, est-ce qu'il n'y a pas un travail justement sur ces thématiques à développer, c'est-à-dire anticiper les procédures, également le contrôle, bref, ce qu'est une recherche dans une situation de crise? Oui, alors je dirais sur la première question, moi j'ai pas, pour moi, comment dire, c'est mon point de vue de thérapeute, mais c'est que quand on utilise un traitement, d'abord on pense à ne pas nuire avec, et là quand les gens promeuvent l'utilisation de l'hydroxychloroquine hors AMM, ils oublient que c'est un médicament qui est toxique quand on l'utilise donc avec une toxicité dose dépendante, et que plus la dose est élevée, plus c'est toxique, on recommande des doses élevées. Donc de base, on peut nuire aux gens en faisant ça. Donc il y a toujours en fait un bénéfice à participer dans une étude randomisée, parce que je dirais, on peut aussi très bien ne pas l'avoir, hein, le médicament, ce qui parfois est pas plus mal. Deuxièmement, quand vous faites de la prescription RMM à l'arrache comme ça à tout le monde, c'est ce qui s'est passé avec le baclofène, hein, hors situation de crise, c'est ce qui se passe exactement de la même manière avec l'hydroxychloroquine. Vous empêchez la recherche de se faire, puisqu'en fait on ne peut plus recruter les gens, parce qu'il y a ce sentiment dans la population que l'équipoise a disparu. Cette espèce de tabou comme quoi, de temps en temps, nous les médecins, on n'a pas des interventions efficaces et on a besoin de les chercher pour les trouver. Et ça, qu'on soit en situation de crise ou pas, ça reste la même chose. Donc moi je dirais que il n'y a pas deux types de recherche, hein, il n'y en a qu'un seul. Et les Anglais, ils ont su nous montrer comment le faire, clairement. Ensuite, bien sûr, il va falloir prendre des leçons, hein, mais bon. Je ne vais pas intervenir maintenant en plus, mais je pense que c'est éminemment discutable. Pas que ce que vous venez de dire est discutable, mais quand on regarde les textes de l'OMS, hein, face à des situations, et il y avait déjà tout un ensemble, toute une littérature éthique par rapport à Ebola qui a été reprise, qui est reprise aussi par rapport à des situations d'urgence, pas uniquement dans la notion de compassionnel, mais même d'une manière un peu plus générale, puisque les personnes sont vecteurs éventuellement du virus et peuvent transmettre à d'autres une maladie dont on considérait qu'elle pouvait être mortelle. Donc en tous les cas, je pense qu'on ne peut pas s'abstraire, et ça ne remet pas en cause tout ce que vous avez dit sur les critères de bonne conduite d'une recherche, mais il y a peut-être à réfléchir d'une manière un peu plus approfondie à ce qu'est une recherche en situation de crise, lorsque finalement un champ disciplinaire de recherche doit être du jour au lendemain mis en place, quelles sont les modalités de contrôle. Enfin, je ne vais pas rentrer sur cet aspect, mais je pense que c'est un sujet en soi qui pourrait justifier, et ça ne remet pas du tout en cause tout ce qui a été dit, y compris dans la première intervention, mais ça pourrait nous alerter en se disant on ne peut pas uniquement se satisfaire de faire un constat de ce désastre, hein. C'était d'une certaine manière qui désenchante chacun, mais chercher à l'analyser. Puis derrière tout ça aussi, toutes les promesses. C'est vrai qu'un certain nombre d'intervenants qu'on a évoqués dans vos deux interventions sur ce sujet ont été un peu messianiques dans leurs propos. Sont des figures en tous les cas qui interrogent sur la démagogie en situation de crise. Ouais, après, franchement, si vous voulez, on peut tirer les leçons de cette crise, mais mon propos, c'est de dire qu'en fait, cette crise n'a pas tiré les leçons du passé, c'est-à-dire qu'il y a vraiment rien de nouveau. Comment dire, l'hydroxychloroquine, vous prenez l'histoire baclofène, c'est la même chose, c'était pas une situation de crise. Les données inventées, vous avez celle d'Artémésia, notamment par le professeur Perron. Ni les acteurs, ni comment dire, les pratiques sont nouvelles. Tout est ancien. Donc, ok pour tirer les leçons de cette crise, mais pas plus qu'en temps normal. Je termine pour dire que peut-être que dans le plan des références, et c'est toute la réflexion qui est menée aujourd'hui par les instances publiques, notamment sur quel type d'instances mettre en place par rapport à ce qu'est la préparation à un autre risque sanitaire, je pense que vous avez aussi, mais vous êtes trop jeune pour vous en rappeler, toute l'expérience du sida avec les fausses annonces, et on a exactement connu les mêmes péripéties avec le même typologie de personnage au moment du sida avec des annonces. Tout ça pour dire qu'une fois qu'on a dit tout ça, c'est un constat. Moi, je pense qu'en termes de force de proposition, il faut faire l'analyse, et elle a été faite d'une manière rigoureuse par deux interventions cet après-midi, mais je pense qu'il faut aller plus loin en termes de proposition. Également, on peut s'interroger, parce que si on regarde effectivement la position du Didier Raoult, il a eu la position à la fois du chercheur et du médecin, et je pense qu'il y a une vraie réflexion entre l'éthique du chercheur,
et la déontologie du médecin. Parce que quand vous analysez le code de déontologie, vous voyez qu'il s'y référait en disant qu'en son âme et conscience, il considérait que c'était le moins mauvais traitement possible à un moment donné. Voilà. Donc je pense que, j'en termine là-dessus parce que ça mériterait des développements et c'est pas à l'ordre du jour et puis on a peu de temps. Ça ampute d'ailleurs sur mon intervention tout à l'heure, je serai moins long, mais tout ça pour dire à quel point on ne peut plus se satisfaire uniquement du constat. Une fois qu'on a fait le constat, qu'on a analysé quel type de propositions on fait et quel type de modifications au niveau de l'intégrité scientifique, tous les débats qui sont d'actualité. Très bien. Alors, je donne la parole au professeur Lelièvre qui l'a demandé pour poser sa question et puis après on écoutera Laurie Marot. Non, juste quelques remarques sur tout ce que vous dites est plus que passionnant. Alors, pour le VIH, moi j'avais signé une tribune dans Libération pour dire qu'on revivait exactement ce qu'on avait vécu dans le VIH, qu'on nous ressortait exactement les mêmes erreurs, les mêmes effets d'annonce. Ça marche sur la charge virale, donc ça va marcher sur la maladie. Enfin, exactement, tout était déjà dit, tout était déjà fait, tout était déjà écrit. Si on repart sur l'éthique de la recherche et sur le cas d'Ebola, il ne faut pas oublier que pour les vaccins Ebola, on a fait des essais Ebola, ça suffit en ring vaccination. Et là, il y avait bien un groupe, témoin, et donc ça a été validé localement par les comités d'éthique pour une maladie qui tue beaucoup plus que ne tue le Covid-19. Et la présentation avant était absolument superbe. Il y a juste un petit point, à mon avis, qui manque et qui est aussi important à analyser, c'est que beaucoup des études qui ont été faites chez des gens qui étaient hospitalisés et avec des critères de gravité. Raoult a dit énormément de conneries et pour ne pas dire plus, mais il y a un point sur lequel il avait raison, c'est que finalement, il y a assez peu de gens qui sont intéressés au traitement très précoce. Et c'est ça aussi qui serait important d'analyser, le traitement très précoce sur des populations très à risque. Il y avait des gens qui ont essayé de faire ça, malheureusement, qui n'ont pas pu le faire chez les dialysés ou chez les sujets âgés. Et là aussi, on est allé tellement vite qu'on a choisi les populations sur lesquelles on allait pouvoir avoir une réponse le plus rapidement possible, et ce n'était pas forcément les populations les plus intéressantes avec les traitements qui étaient utilisés, parce que les antiviraux, chez des gens qui sont déjà utilisés, quand on les utilise seuls, on savait que d'un point de vue physiopathologique, déjà, on n'était pas dans les bonnes conditions pour l'efficacité. Voilà, c'était juste des remarques. En tout cas, merci beaucoup pour cette présentation.